La violence a longtemps été dépeinte comme un acte relevant de la déviance, un comportement inexplicable et irrationnel provenant d'une foule haineuse. D'une foule haineuse. Depuis, la violence politique a été comprise par les chercheurs non pas comme un phénomène sans aucune logique ou comme une pathologie sociale, mais comme un effort collectif pour poursuivre des objectifs avec des stratégies intelligibles. Ainsi, il existe des formes de violence plus modérées qui sont maintenant inscrites dans le paysage politique commun des démocraties. Occupation illégale, barrage routier, destruction plus ou moins importante de mobilier urbain, séquestration, jet de projectiles. En sciences politiques, on appelle ça un répertoire d'action collective, une sorte de caisse à outils du militant. L'explication de la violence politique s'est appuyée sur plusieurs théories. Nous n'allions pas y revenir en détail, mais globalement, les chercheurs et les chercheuses s'accordent sur un point. Le passage à la violence politique est facilité par des justifications idéologiques et des justifications instrumentales, variables selon les pays et leur parcours historique. Les justifications idéologiques légitiment l'utilisation de la violence qui est vue comme un droit de résistance à l'oppression. On va donc convoquer la justice, la liberté, la résistance à la tyrannie pour pouvoir légitimer la violence qui est vue comme un moyen de se défendre. Les justifications instrumentales en revanche se basent sur l'idée que, historiquement, la violence paye politiquement. La violence serait efficace stratégiquement. Mais est-ce que c'est vrai? Là est toute la question. Mais avant de discuter de l'efficacité ou non de la violence politique pour les mouvements sociaux, qu'est-ce que la violence, et plus précisément la violence politique? Pour reprendre la définition de Broad, cela recoupe des destructions ou des atteintes physiques dont le but, le choix des cibles ou des victimes, la mise en œuvre et ou les faits ont une signification politique et tentent à modifier le comportement des protagonistes dans une situation de négociation. Un éventail très large donc, où il faut déjà différencier la violence envers les objets et les violences envers les personnes. Concernant les mouvements sociaux, cela comprend des actions aussi variées dans leur intensité que la destruction de mobilier urbain, la guérilla ou encore le sabotage. C'est néanmoins difficile de délimiter ce qui est ou non une violence politique si l'on prend en compte qu'il y a le point de vue de l'instigateur, mais aussi le point de vue de la cible. Percuter des navires comme le fait l'association Sea Shepherd, est-ce une violence? Entarter ou enfariner un politicien, est-ce une violence? Les violences verbales et le harcèlement devraient-ils être pris en compte? Ce n'est pas si simple, d'autant plus que la violence politique dépend d'un contexte culturel et sociopolitique particulier. Ainsi, des formes radicales de mobilisation peuvent très bien être appelées terrorisme ou résistance, selon les circonstances et surtout selon qui les nomme. Mais quelles qu'en soient les formes, la violence politique n'émerge jamais du néant, ni du simple résultat de causes profondes comme le système international, les privations matérielles ou des idéologies radicales. Dit autrement, être pauvre et discriminé ou défendre des idéologies plus radicales comme certaines formes de féminisme, l'anarchisme ou l'antispécisme ne prédispose pas à l'utilisation de la violence. C'est soit un choix stratégique conscient, soit une réaction spontanée à un danger. Les mouvements sociaux eux-mêmes ont d'ailleurs changé au cours des décennies dans leur rapport à la violence comme moyen d'exercer des pressions politiques. Par exemple, dans les démocraties occidentales, les mouvements sociaux des années 80 et du début des années 90 ont généralement été très pragmatiques dans leurs objectifs, modérés dans leurs tactiques et plus connectés aux autorités et aux décideurs politiques. Nous aurions pu nous attendre à ce que les protestations violentes diminuent au fur et à mesure que les mouvements sociaux accèdent aux institutions politiques et démocratiques. Une fois leur voix prise en compte et entendue, la violence déployée par eux pour se faire remarquer, ou la violence à leur égard d'ailleurs, aurait donc dû diminuer. C'était la théorie dominante en sciences sociales pendant très longtemps, mais aujourd'hui on sait que ce n'est que partiellement vrai, notamment car on sait que nos systèmes démocratiques peuvent être dysfonctionnels. Donc quand un sentiment d'injustice ne trouve pas de réponse dans les institutions ou la politique conventionnelle, il est plus probable qu'il s'exprime dans la rue et parfois donc de manière violente. Le sujet demeure donc très sensible. Car si maintenant les mouvements sociaux sont considérés comme des acteurs importants des démocraties, la participation à la vie démocratique est souvent conditionnée par les États à l'abandon de toute tactique violente. Concernant les effets négatifs, la recherche montre que la violence réduit généralement le soutien de l'opinion publique aux manifestants, voire aux causes qu'ils défendent. La violence peut parfois discréditer l'ensemble des opposants à un régime, qu'ils soient violents ou non, et déclencher une répression généralisée contre eux. D'autant plus risqué que les auteurs démontrent que la violence amène souvent l'opinion publique à se ranger du côté de l'acteur perçu comme s'opposant à cette violence,
souvent l'État. En raison du danger physique pour les participants, les activités violentes peuvent dissuader des militants potentiels de se joindre au mouvement. Un autre type de militant va au contraire être attiré par ces formes d'action plus radicales, mais numériquement ce sera toujours beaucoup plus faible. Les activités violentes sont donc coûteuses non seulement parce qu'elles mettent en danger les participants, mais aussi parce qu'elles suscitent le rejet en général du grand public. Il semble néanmoins exister des effets positifs concernant l'utilisation de la violence par les mouvements sociaux. Certains auteurs avancent que l'usage de la force par les mouvements sociaux peut les aider à atteindre leurs objectifs. On a constaté cela dans le mouvement ouvrier, le mouvement des droits des femmes aux États-Unis, ou encore dans le mouvement des droits civiques, où les activités des militants du Black Power comme les Black Panthers ont contribué à accroître l'acceptation par le public des méthodes d'action non violentes et des objectifs intégrationnistes soutenus par Martin Luther King. Dans certains cas, la violence a pu permettre à certains acteurs d'être perçus comme des adversaires légitimes par le pouvoir. La présence d'éléments plus radicaux ou violents dans l'opposition peut rendre les revendications de la campagne non violente des modérés plus acceptables aux yeux du régime, contribuant ainsi au succès du mouvement non violent. Les manifestations violentes peuvent aussi être un moyen de décourager les groupes rivaux de s'engager. Certains ont fait valoir que le recours limité à la violence, dans le cadre de l'autodéfense par exemple, a permis à des militants de se protéger de la violence d'un régime, et ainsi à contribuer à la continuation de leur mouvement. Bien qu'il n'y ait pas de consensus sur l'efficacité ou non de la stratégie violente, il y a un consensus sur le fait que l'opinion publique est cruciale pour que les mouvements sociaux réussissent. Gagner les faveurs de l'opinion publique au niveau national voire international donne plus de marge de manœuvre au mouvement. Les sympathisants qui partagent en général les revendications d'un mouvement sont moins touchés lorsque celui-ci commet des violences. A l'inverse, les soutiens plus distants, les citoyens non alignés et les opposants vont avoir tendance à réduire leur soutien de manière très disproportionnée. En revanche, la violence peut parfois bénéficier aux mouvements sociaux lorsqu'elle provient du pouvoir. Dans certaines conditions, la répression violente d'une manifestation pacifique peut se retourner contre l'État et entraîner un soutien accru aux opposants et une diminution du soutien aux autorités. Mais pour que le retour de bâton se produise, le fait d'avoir manifesté de manière non violente avant est une condition importante. Sinon, la répression des acteurs violents est plus susceptible de paraître légitime pour l'opinion publique. Ainsi, les États peuvent qualifier de violentes ou de terroristes des manifestations qui ne le sont pas, ou d'infiltrer la manifestation pour provoquer des violences et la discréditer, tout ça dans le but de justifier une répression violente. On comprend vite le rôle majeur qu'ont les médias dans la perception que le public a d'un mouvement social, même si ce pouvoir est de plus en plus concurrencé par les réseaux sociaux. But later, peaceful protests turned to confrontation. Pour conclure, il faut noter que l'étude sur les mouvements sociaux a longtemps privilégié l'étude des mouvements non violents et des mouvements dans les pays occidentaux. Nos connaissances doivent donc être approfondies sur ce sujet. Nous devons reconnaître que des effets positifs et négatifs puissent se produire dans le cadre de manifestations spécifiques, et faire la différence entre les objectifs tactiques de court terme et les objectifs stratégiques de long terme. La question est alors de savoir dans quelles circonstances la violence par les manifestants peut être efficace ou non. Il faut aussi préciser que l'action violente ne constitue jamais l'entièreté des actions d'un groupe. Et la plupart du temps, la violence ne résulte pas d'une stratégie élaborée. Elle éclate souvent de manière spontanée suite à la montée des tensions avec les forces de l'ordre. On comprend ici l'importance du rôle des pratiques policières dans l'escalade ou la désescalade de ces tensions. Enfin, même si ce n'est pas le sujet de la vidéo, il est important de discuter aussi de la violence de l'État. Historiquement, les manifestations étaient réprimées brutalement par les États, qu'ils soient des dictatures ou non. On tirait dans la foule ou on engageait des agences de sécurité privée qui n'hésitaient pas à tuer ou enlever des gens. Il faut attendre le milieu du XXe siècle pour que le discours des droits humains imprègne la culture politique et normalise le fait protestataire dans les démocraties. Néanmoins, encore aujourd'hui, la violence de l'État est encore beaucoup moins discutée et remise en cause que celle des manifestants, quand bien même ceux-ci sont bien moins équipés. Ainsi, le discours de banalisation ou de minimisation du recours excessif de la violence par l'État est une pente glissante pour les droits et les libertés. Ils veulent le chaos. Merci d'avoir suivi cette vidéo revue de littérature. Vous trouverez en description la retranscription écrite avec toutes les sources scientifiques citées. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce bleu, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. On se retrouve très bientôt et en attendant, prenez soin de vous et des autres.